c'est les applications hein, de ce microbiome, mais aussi ses limites au champ. Pensez-vous que les solutions microbiennes fonctionnent au champ en milieu ouvert, on précise? Tout le monde n'a pas répondu. Il y a des timides qui n'ont pas d'avis hein, sur cette question. Je peux te les laisser un petit peu à l'écran, Manu, si tu veux un peu commenter. Donc, on a quand même une majorité de oui, mais on a aussi, en même temps que le oui, du ça dépend et difficile à dire. Après, on a quelques informations supplémentaires. Les réponses continuent à arriver. Donc, je te laisse commencer à commenter, puis tu me demandes d'avancer sur tes slides, hein. Je te repasse la parole. Oui, alors ça fait enfin, je dirais, moi ça me fait plaisir de voir parce que tout simplement par le nuage, on voit bien que c'est pas si simple et qu'en fait il n'y a pas de message, je dirais, clair, en tout cas tout seul à donner. Ce qu'on a voulu faire croire il y a à peu près une dizaine d'années, c'est qu'effectivement, est-ce que ces solutions microbiennes fonctionnent au champ? Je crois qu'on est parti de tellement loin, il ne faut pas oublier qu'on voit bien que chacune des réponses selon les conditions, ça dépend en fonction des cultures. On voit bien qu'il faut prendre en compte la totalité des questionnements et du système agricole de production végétale. Et on voit bien qu'on a beau continuer à creuser, parce que la connaissance, par contre, avance vraiment vite sur ces sujets, parce que la recherche s'est mise dessus. Donc, même si on avance, malheureusement, en milieu ouvert, on voit encore qu'il y a beaucoup de freins et des limites, et on va essayer de creuser, je dirais, les leviers. Il n'y a pas de solution miracle, de toute façon. Tout ce que je peux vous apporter, ça sera en cohérence avec un peu vos réponses, que ça dépend de beaucoup de choses, mais on sait aujourd'hui quand même certains paramètres qui conditionnent une grosse partie. Et ça nous donne aussi des pistes vers lesquelles il faut creuser en recherche aussi pour améliorer nos systèmes de production grâce à ce microbiote et la gestion qu'on va en faire. Donc oui, moi je trouve ça contexte pédo-climatique, selon les sols, oui, avec les contraintes, effectivement. Est-ce que c'est viable, pas viable, tout ça? Donc, on va toucher à ça, mais c'est complètement incohérent. Donc, les solutions fonctionnent au champ, oui, mais lesquelles? Alors, on va essayer d'y répondre. Donc, tout simplement, je vais pas m'éterniser sur cette partie, on va essayer vraiment d'en discuter, mais la première chose, c'est qu'on est passé d'un contexte de solution aussi, c'est là où ça devient compliqué. On est une agriculture de solutions. De solutions, faut prendre ça comme une agriculture de produits, ce qui est normal. Je travaille chez Fraissinet, nous commercialisons des produits. Par contre, on est parti de produits post-guerre qui étaient quand même synthèse ou chimiques, très stables, qui n'avaient aucun ou très peu de modifications, à des inoculants microbiens. Et là, on a voulu garder cette même approche produit, limite de substitution, avec des organismes vivants. Et je crois que c'est la première chose qu'il faut retenir, c'est que on a malheureusement voulu transposer, certainement trop vite, voilà, des conditions pratiques qui étaient faites pour une agriculture chimique à une agriculture qui s'en va vers de la vie, donc qui prend en compte l'environnement et tout ce qui va être vie autour, avec du vivant, mais sans vouloir prendre en compte les contraintes du vivant. Donc, la première chose, effectivement, c'est une efficacité. Mais cette efficacité est déjà sous contrainte. Il faut s'assurer de la viabilité des souches bactériennes et fongiques. Et là, cette viabilité, combien de temps on va l'avoir? On l'a souvent en laboratoire. Et c'est pour ça que là, la question, elle était sur les milieux ouverts. En milieu ouvert, c'est complètement dépendant du contexte agronomique, mais finalement, les donc la pédologie, et climatique. Et là, vous avez des contraintes en plus qu'on ne se posait pas la question avec de la chimie. Donc, on a bien évidemment déjà à la base, quand on veut proposer des inoculants microbiens sous forme de produits, il faut au moins s'assurer de leur stabilité, de la constance. Ça, c'est la base, je dirais. Ensuite, il faut identifier les conditions pour son environnement. Et c'est là où, trop vite,
des choses ont été mises comme si ça allait... On ne se posait pas la question si ça allait fonctionner, ça fonctionnait en laboratoire. Malheureusement, il faut absolument comprendre les paramètres qui sont alliés à tout ce qui va être la viabilité, mais surtout, viabilité, c'est bien, mais est-ce qu'on veut qu'elle soit viable ou est-ce qu'on veut qu'elle soit efficace? Et l'efficacité, elle est liée à la survie, mais surtout, souvent, la colonisation. Donc, c'est là où on va aller sur autre chose. Il va falloir penser support de culture. Comment on va les produire au champ. Voilà. Donc, si on va sur les micro-organismes, enfin, tout ce qui est fertilité, voilà, les paramètres à considérer, ben, tout simplement, déjà, on en a parlé juste avant, il y a tout ce qui va être l'oxygène. L'oxygène au niveau des sols, pour tout ce qui est éléments fertilisants. On a la condition tout ce qui va être organisme plutôt aérobie ou anaérobie. Donc là, si vous avez des contextes pédoclimatiques qui sont plus liés à des choses qui sont sans oxygène, par la nature du sol, par le travail du sol, qui n'est pas fait de manière cohérente, c'est des choses qu'on retrouve en plus aujourd'hui, hein, notamment. Donc là, on va avoir des problèmes d'oxygénation et les souches ne peuvent pas se développer. Vous avez la texture. Après, ce qu'on sait quand même, il va y avoir donc tout ce qui est température. Ça, c'est des choses aussi, finalement, la viabilité dans le temps. On met notre inoculum, mais à quelle température il peut survivre? Alors, négativement ou positivement. Et donc, il faut connaître l'optimum de température, mais aussi sa plage de température dans laquelle il est encore viable. Le pH du sol ou de l'environnement. Toutes les plantes, dans leur phylosphère, n'ont pas le même pH non plus. Donc, et le pH au niveau du sol peut énormément varier. On en a parlé, la matière organique, bien évidemment, c'est le petit moteur. Donc là, sans matière organique, pas de nourriture. Pas de nourriture pour ces microbes, bah vous les mettez dans un endroit où ils vont mourir, puisque de toute façon, pas en capacité de survivre dans un environnement où ils n'ont pas de quoi se multiplier. Ça, c'était la base qui a été longtemps oubliée. Aujourd'hui, en tout cas, nous, chez Fraissinet, on sait qu'on recommande d'accompagner effectivement des solutions et des inoculants avec de la matière organique. Parce que sinon, vous n'avez même pas le starter pour engager leur viabilité et leur production dans l'environnement. Et alors, au niveau de tout ce qui va être microbiote aérien, qui se développe aujourd'hui, un gros point clé, c'est la dégradation par les UV. Donc là, il y a des systèmes effectivement d'encapsulation, de formulation, de protection qu'il ne faut absolument pas minimiser parce que sinon c'est pareil, ils sont tués puisqu'ils ont leur propre système de défense, hein. Et alors, je l'ai mis ici parce que souvent, le grand oublié aussi de tout ce qui est inoculant microbien, donc quand on développe des microbes, on s'affranchit effectivement, donc voilà, même si on maîtrise bien sa solution, dans un ITK, dans un itinéraire technique de culture chez les agriculteurs, donc dehors, il y a des pratiques de protection des plantes. Ces protections des plantes, ça peut être des pesticides, des biocides, y compris en agriculture biologique qui est très friande d'inoculants. C'est-à-dire que j'ai suivi pas mal d'essais, c'est quand même ce que je fais le plus dehors, c'est quand même assez complexe en agriculture biologique. Vous avez un super fongicide qui s'appelle le cuivre, et qui, malheureusement, tue une grande partie des inoculants microbiens. Dans le système de culture, ça va devenir très compliqué. Donc, il y a aussi cette notion d'introduction dans les ITK qui devient aujourd'hui prioritaire et aussi d'association pour la viabilité. Et ça a été longtemps mis de côté. Et aujourd'hui, je pense que ça va être le plus gros frein dans les années qui viennent parce qu'il y a les changements des pratiques, mais il y a vraiment la reconception des changements des pratiques si on veut que ces inoculants microbiens puissent en tout cas fonctionner au terrain, sans qu'on les tue par ailleurs. Donc voilà, on ne peut pas avoir leur fonctionnalité si de l'autre côté on les tue. C'est assez logique. Là, alors ça, c'est un schéma qui me vient de Claude Alaboubette, donc chercheur INRAE à Dijon. Et en fait, c'est des études anciennes qu'il avait faites, puisque donc lui, il était microbiologiste et physiologiste. Et il s'était amusé à faire une expérience toute simple. Donc, je vais essayer de vous la traduire simplement. Donc, vous avez deux types de sols. Donc, ils avaient prélevé deux sols dans deux endroits distincts, assez différents. Vous aviez la texture D, donc qui est en bleu, en haut à gauche, qui est
donc un sol argilo-calcaire avec un pH 7-8. Donc ça, c'est le sol de Dijon. Ensuite, il y avait un autre sol qui est le sol de Mercey, qui est plutôt un sol type sableux, pH 5, donc là, qui est en rouge. Ces deux typologies de sol, il avait caractérisé le microbiote endémique. Donc ça, chacun avait son microbiote, son cortège microbien à lui, et il s'est dit, mais alors, est-ce qu'on peut distinguer un effet microbiote d'un effet sol? Est-ce que voilà, la physique et la biologie, comment ça fonctionne? Donc, ils ont stérilisé les deux sols. C'est ce que vous voyez donc, sur la partie droite. Donc, vous avez à chaque fois un sol qui n'a plus de microbes. Dans ce sol bleu, le D, il a réintroduit le microbiote du sol D, donc du même sol initialement. Ou, dans ce sol bleu, vous avez le carré en bleu et le rond rouge, il a introduit le microbiote de Mercey, en se disant qu'est-ce qui est vraiment le facteur de ce microbiote. De la même façon, ils ont croisé l'étude et sur un sol de Mercey, ils ont introduit le microbiote du sol de Dijon ou ils ont remis le microbiote du sol de Mercey. Les résultats sont sur la partie droite. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fait, sur le sol de Dijon, finalement, alors c'est toute la partie en vert, les barres vertes. Donc ça, c'est tout ce qui est Dijon. Et vous voyez, le D, c'est le sol initial. Le D petit d, c'est son sol avec son microbiote réintroduit. Ou le D petit m, c'est le sol D avec Mercey, enfin, le microbiote de Mercey. En fait, on voit que c'est un sol qui est favorable aux bactéries. Clairement, puisque les bactéries, peu importe le microbiote qui était remis, se développent. Et si vous regardez en bas, au niveau des champignons, rien. Peu importe le microbiote que vous avez réintroduit, ça n'est pas un sol qui, en tout cas, est favorable au développement de champignons. On n'a rien. Quand on regarde sur la partie droite, maintenant bleue, donc le sol de Mercey, qui est un sol sableux, je vous rappelle, pH 5. Donc on est sur plutôt un optimum un peu acide, mais sableux, donc pourtant là, il n'y a pas de matière organique. Si on réintroduit les microbiotes, il y a un petit effet des bactéries, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on part d'un sol zéro, hein, puisqu'ils ont tué le microbiote, et vous regardez le MD et le MM, vous retrouvez un certain niveau de champignons. Donc c'est un sol qui est en capacité de réintroduire une vie fongique et un peu bactérienne. Donc, ce que veut dire cette expérience et qui est finalement la plus simple à faire, je dirais en laboratoire, mais qui démontre clairement qu'en fait, les microbes, on peut en mettre où on veut. Si le sol n'est pas apte à le multiplier et à le faire vivre, sans parler de matière organique, là dans ce cas-là, on a clairement un problème, puisque c'est la texture et le pH du sol qui vont conditionner la capacité à l'inoculant de se développer. Donc ça, quand on développe des inoculants microbiens, je pense que c'est des tests vraiment importants de savoir sur quelle typologie de sol son inoculum est en capacité de se développer. Donc c'est vrai que ça demande d'aller beaucoup plus loin sur la connaissance de ces microbes, mais par contre, quand on va passer au terrain, on aura quand même beaucoup plus de chances de réussir l'introduction, sans parler des autres facteurs, que de toute façon, si vous regardez sur un sol sur Dijon, inoculer des champignons n'avait aucun intérêt. C'est pour remettre une petite couche aussi sur matière organique. Donc ça, c'est le cœur quand même de l'entreprise à laquelle je travaille, hein, Fraissinet. Donc là, vous avez, pareil, un sol, et dessus, on s'est amusé à mettre deux typologies de matière organique. Parce que je vous disais, c'est la matière organique, mais en fait, il n'existe pas la matière organique, il existe des matières organiques. Là, on s'est amusé à mettre deux typologies de matière organique, même C sur N, je le dis bien. Donc, on ne peut pas dire qu'on met plus de carbone ou d'azote. Le ratio est le même. Si on met un amendement organique, on est plus sur quelque chose d'humique, donc matière organique liée, pas libre. Par contre, ce qu'on a appelé la matière organique active, c'est de la matière organique libre, avec le même C sur N il est de 10,5. On n'est pas loin. Ben, si vous regardez sur la partie droite, les résultats à la fois sur la biomasse bactérienne et fongique, vous voyez bien
que le sol de lui-même est comme l'amendement organique. L'amendement organique n'apporte pas l'énergie ni la nourriture aux micro-organismes qui étaient présents dans le sol. Donc, on voit bien que c'est bien la matière organique active, donc libre, qui permet à la biomasse microbienne de se multiplier, donc de la nourrir, et donc l'inoculant peut effectivement se multiplier. Et ce qui est assez surprenant également, mais finalement, la biomasse fongique aussi. Donc, ce qu'on retient, c'est que oui, il y a la partie sol à prendre en compte, typologie de sol, pH, il y a la température, mais finalement, sans cette matière organique active, vos sols ne sont pas en capacité d'accueillir des inoculants microbiens. Et ça, c'est quelque chose qui a longtemps été oublié. On a voulu mettre dans des champs des inoculums microbiens en oubliant qu'il fallait nourrir ces microbes. Et il ne faut pas oublier que dans l'agriculture conventionnelle, la matière organique des sols est drastiquement réduite, puisque ça fait 50 ans qu'on les épuise. Les pailles sont exportées, il n'y a rien qui retourne au sol, et la pratique des amendements organiques ou de tout ce qui est engrais organique, vous comprenez bien qu'ils sont en minéraux. Donc forcément, aller mettre des inoculants dans des contextes comme ça, c'est de toute façon voué à l'échec. Ils ne pourront pas se développer. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc Auchan, une grosse partie des choses qui n'ont pas réussi dans les années 2010-2015, c'est aussi parce qu'on a oublié de les accompagner en nourrissant l'inoculum. Donc ça, c'est pour vous dire qu'effectivement, donc c'est jamais sans matière organique active quand on parle de fertilisation. Je ne suis pas dans la philosphère là, et encore que on y réfléchit, mais à voir comment faire. Mais voilà, donc là, cette matière organique, il faut vraiment la garder en tête. Et surtout, quand on va parler d'inoculants, type libre ou mutualiste. Les symbiotes, un peu moins, puisque eux vont profiter davantage du carbone lié à la plante qu'il y aura, puisque c'est elle qui va directement leur donner la source de carbone. Mais dès que vous allez travailler sur des inoculants type libre ou en partie de leur vie libre, sans cette matière organique active, vous ne pourrez pas stabiliser, rendre viable vos solutions. Donc ça, déjà, c'est le premier enseignement. Celui-ci, aujourd'hui, je pense qu'il est acté, mais il est encore trop peu mis au champ. Et pourtant, ça doit être le premier levier à faire quand on va dehors. Il y a aussi autre chose. Alors, je suis très mitigée sur les symbioses, même si pour moi, c'est vraiment un outil de biotechnologie hyper intéressant et la recherche y travaille. Et on y travaille, puisque ça, c'est totalement lié à l'immunité, donc c'est le cœur de ce que je travaille au niveau recherche. Au niveau des symbioses, en laboratoire, il n'y a aucun souci. Vous êtes en conditions contrôlées. Si vous mettez un peu de vie et puis que vous inoculez, vous avez l'effet bénéfique de la mycorhisation. Et là, vous le voyez sur la partie gauche, sur les framboisiers en conditions contrôlées, en pépinière, c'est même bluffant. C'est-à-dire, on se dit comment, sans apport de nutrition, dans ce cas précis, juste le fait de mycorhiser, vous rendez plus vigoureux les plantes. Et bien là, c'est la réalité. Ça, on sait faire en pépinière. Par contre, je vous l'ai dit, quand on va dehors, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que la plante, elle va ne les mettre en place qu'en cas de carence nutritionnelle. Et c'est là où le bas blesse, c'est-à-dire que c'est elle qui va choisir, ce sont les plantes qui vont choisir si oui ou non elles vont rentrer en symbiose. Parce que ce qu'on oublie, c'est qu'il y a une vraie chimie de communication rhizosphérique. Et là, c'est hyper intéressant, ce sont les métabolites secondaires, donc flavonoïdes d'un côté pour tout ce qui est rhizobia et tout ce qui va être strigolactone, donc un peu une phytohormone pour les mycorhizes. Mais il faut savoir que tant que le verrou de la plante n'est pas activé, donc tant qu'elle n'est pas en carence nutritionnelle et qu'elle n'a pas alerté son environnement, il est impossible de décloisonner. Sinon, vous rentrez sur un système de pathogénicité. Donc, c'est bien la plante qui décide. Et pour la petite anecdote, je travaille avec un super agriculteur pionnier qui est absolument génial, qui travaille beaucoup avec des légumineuses dans ses rotations, les couverts de culture. Et donc, il a vraiment un système de culture extraordinaire, mais il est aussi équipé de méthanisation. Et l'an dernier, on s'est amusé, on a pris forcément une bêche, parce qu'il y a un moment, quand on joue dans les champs, on prend une bêche,
Et il me dit, tu vas voir, moi, mes légumineuses, j'ai mis du soja, j'ai même mis inoculé, donc on l'avait fait à la bétonnière, il y a un inoculum normal, puisque sinon le soja ne peut pas avoir son rhizobia. Je lui ai dit, ok, mais tu as mis ton digestane méta dessus, donc blindé de nitrate. Vas-y, on va voir. Bon, ben, ça a pas raté. On a regardé, zéro nodule sur les racines. Zéro. On est un système, accrochez-vous, de ACBS, agriculture de conservation biologique des sols. Il n'y a pas de sol plus vivant. Je n'ai jamais vu de sol plus vivant que chez lui. Ça fait 20 ans ou 40 ans qu'il est en ACS et en bio depuis 20 ans. Donc, pour vous dire que c'est bien la plante qui drive. Et ça, tant qu'on n'en aura pas conscience, après ça s'appelle du génie génétique, et c'est là aussi où il faut que tout le monde travaille ensemble, c'est-à-dire qu'on peut aller travailler là-dessus. On connaît les signatures chimiques, ce sont des lipoketo-oligosaccharides qui décloisonnent ce fameux cadenas. Mais voilà, il faut aussi ne pas oublier que la recherche avance, mais au champ, aujourd'hui, donner des inoculants symbiotiques dans des systèmes de culture qui sont biberonnés à l'engrais, même organique, comme la méthanisation, les digestats, ne permettent pas d'avoir les effets bénéfiques de la symbiose. Ben, c'est la diapo de conclusion et c'est la question, moi, à laquelle je suis arrivée avec tous mes travaux de recherche au champ. Finalement, doit-on préserver la vie des sols, la nourrir? Parce que ça, ben, rien que de nourrir les vies endémiques, ben, souvent, ça fait déjà miracle au niveau des champs. Mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un système beaucoup plus complexe, donc avec de la rotation des cultures, avec le travail du sol. Selon la typologie de travail du sol, les inoculants, notamment fongiques, peuvent être vraiment euh, bien mis. Enfin, surtout tout ce qui est fongique. On sait que si vous êtes avec des gros labours, bah, de toute façon, vous allez tuer ce travail. La gestion des prairies du pâturage ou des couverts, l'application de matière organique, une couverture des sols. Donc ça, c'est par contre, c'est un gros plus pour les microbes, puisque ça veut dire que si vous vous rappelez de mon schéma avec la partie détritus, donc détritibore, la litière, et puis plante, ça veut dire que jamais les micro-organismes du sol n'ont pas de source nutritionnelle. Donc c'est vrai que c'est un système. La couverture des sols est en tout cas un bon levier pour tout ce qui va être gestion du microbiote des plantes. Et la question à se poser, c'est effectivement, parfois, ne faut-il pas les restaurer? Et c'est là où l'introduction d'un microbiote peut être vraiment bénéfique, parce que après 70 ans d'une agriculture, parfois vraiment d'un système hors sol, est-ce qu'il reste suffisamment de microbes bénéfiques, en tout cas, ou qui vont aider la production végétale? C'est une vraie question. Et ça, je dirais, c'est à chaque sol, chaque typologie de ferme, chaque agriculteur, de faire ses analyses pour savoir son niveau de besoin par rapport à ces inoculants. Par rapport au biocontrôle, c'est autre chose. Mais par contre, tout ce qui est fertilité des plantes, qui était l'objet de ce webinaire aujourd'hui, la question est de se poser, faut-il pas déjà bien nourrir ces sols pour assurer la viabilité des organismes endémiques ou de ceux qu'on va implanter? Voilà. Donc j'en ai terminé et j'espère qu'on va pouvoir débattre. Eh bien, merci beaucoup, Marie-Emmanuelle. C'était passionnant. Je vous propose qu'on reste sur cette diapo finalement qui est vraiment une diapo de conclusion et de bilan et qu'on prenne du temps là pour que vous ouvriez vos micros et que vous preniez la parole pour poser des questions, débattre, apporter des avis complémentaires, contradictoires. Manu est là pour discuter avec vous. Donc, soyez pas timides. Alors, encore une fois, je ne vous vois pas tous, mais Manon va me faire le porte-parole. Donc, écoutez, je vous en prie, s'il y a des questions ou envie de discuter, d'échanger, c'est vraiment le moment. Je garde cette diapo-là. Je vois qu'il commence à y avoir une première question. Olivier Bayard. Oui, bonjour. Donc, Olivier Bayard, je suis intendant sur un terrain de golf et nous, on a un problème de sol, notamment sur les greens, c'est qu'on est à 97% de sable et le reste, on fait ce qu'on peut. Et donc, on travaille beaucoup, enfin, moi de mon côté, je travaille beaucoup avec les amendements, mais là, je viens de comprendre que, en fait, déjà, tous les amendements ne se valent pas. Et comment distinguer quel est un amendement qui va nous apporter de la matière organique active? Alors, c'est justement le principe de. Alors, dans les amendements, vous avez l'ISMO aussi qui doit vous aider. Vous avez le CSURN qui, malheureusement, bah, la preuve ne vous donne pas d'indication sur la qualité de la matière organique, c'est une quantité.
de carbone par rapport à de l'azote. Mais par contre, vous avez l'ISMO qui peut vous aider parce que clairement, là, ça va vous indiquer le côté dégradé de la matière. Et en fait, on va aller chercher la libre, c'est la plus petite, la plus fine. Et c'est celle qui est la plus digeste. Il faut comprendre, chez Fraissinet, on a des tas de compostage, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais typiquement, vous avez vraiment tout ce qui est partie grosse molécule. J'explique ça aussi à mes étudiants. La partie grosse molécule est souvent débobinée, je dis, pas dégradée, mais débobinée par des champignons. Donc ça, c'est le process. Et vous avez des microbes qui vont finir le travail. Donc, vous avez des microbes qui montent en température, puis des champignons, puis des microbes qui reprennent le travail. Donc, tout ce travail-là dans un sol peut être fait sur du long terme, mais effectivement, c'est bien cette finesse et cette qualité de dégradation finale du compostage à long terme qui donne cette qualité de petite matière organique digeste pour les micro-organismes. Et donc, dans un amendement, vous en avez certainement, mais soit il n'est pas fini d'être digéré et il va vous manquer cette partie starter qui est vraiment la source de nutrition. Et notamment dans des sols sableux, je l'entends, alors là vous êtes vraiment dans des conditions où malheureusement le côté dégradation, je dirais naturelle qui peut s'opérer dans un champ avec un autre type de terre, c'est beaucoup plus difficile chez vous parce qu'il va manquer tout ce cortège microbien des dégradeurs. Donc, c'est vraiment l'introduction de la matière que vous allez mettre, la qualité, mais ça, il faut vous demander à votre fournisseur. Il doit être en capacité de vous dire, vous avez tant de libres, tant de liés, et sinon, vous avez des ISMO finalement plus intéressants que le C sur N dans votre cas. Ok, très bien, merci. Moi, ça fait 20 ans que je travaille avec vos produits sur différents golfs, mais c'est vrai que c'est très compliqué à savoir quelles sont les bonnes matières organiques à utiliser en fonction de nos problématiques sur les sols. Le problème, c'est qu'à un endroit, ça ne sera pas le même qu'à un autre, et j'entends aussi quelquefois, on fait des commandes. Voilà, pas forcément territorialisé. Il faut vraiment voir votre besoin. Moi, je travaille avec des agriculteurs, c'est compliqué. Dans un versant, on va avoir une typologie de sol qui va nécessiter une typologie de matière organique. Parce que finalement, là, je vous parlais en ACBS, c'est la première fois de ma vie que je suis confrontée à des sols trop vivants. Il faut quand même l'entendre, ça. Enfin, tout le monde veut des sols vivants. Nous, on est confrontés, donc je fais mes recherches là-bas. Pourquoi? Parce que voilà, on a des sols trop vivants. Mais c'est pas bon non plus, un sol trop vivant, vous asphyxiez les racines des plantes. Et donc, on a d'autres problématiques. Et c'est vrai que finalement, c'est regarder sur votre terrain, presque terrain par terrain, et regarder ce qui est le plus intéressant. L'idéal étant, dans ce cas-là, d'avoir des choses intermédiaires qui ont à la fois un équilibre entre lié et libre, qui vous permet à la fois d'avoir ce côté rétention d'eau par la matière organique liée, parce que c'est ce que je disais, et puis qui va faire le réservoir de nutriments, et cette partie libre, si vous avez des inoculants microbiens, et vous souhaitez notamment pour du biocontrôle ou autre, avoir cette vie microbienne foisonnante pour tout ce qui va être système immunitaire. Donc là, c'est un équilibre entre les deux, et il faut trouver le juste milieu avec peut-être moitié-moitié entre la libre et la liée. D'accord, très bien, merci. Merci Manu. Je vois qu'on a une question dans le chat de Nadia Laurent. Nadia, est-ce que vous souhaitez prendre la parole pour vous présenter et poser votre question? Bonjour. Merci Marie-Emmanuelle pour votre présentation. Alors, je suis Nadia Laurent, enseignante-chercheur à la Salle de Rouen et dans l'équipe Agile qui travaille sur tout ce qui est santé des plantes, matière organique, etc. Moi, je voulais savoir, lorsque vous avez parlé de la matière organique active, avez-vous une idée de la teneur minimale qu'il faudrait avoir en matière organique active pour justement avoir cet effet stimulateur pour les micro-organismes? Oui, alors moi, j'appelle pas ça. Moi, c'est de la nutrition. Je suis très dure en recherche aussi, parce que voilà, biostimulant, il y a tout dedans. Et là, en fait, c'est vraiment le support nutritif, parce que les microbes ont besoin de manger. Et effectivement, alors là, on avait fait des gammes de doses dans ces essais-là. Il en faut finalement très peu en starter. Si le reste, alors selon la typologie de micro-organismes, parce que si vous travaillez avec des micro-organismes qui sont des futurs dégradeurs, eux-mêmes après seront alimentés par eux-mêmes. D'accord. Voilà. Donc,
selon la typologie de l'organisme qui a besoin, par contre, soit ça sera un starter, soit ça sera sa nourriture. Voilà. Et donc, la quantité varie, je dirais, du pourcent, enfin du 1%, mais jusqu'à 10%, selon la typologie d'organisme. D'accord. Et d'ailleurs, c'est un peu le principe aujourd'hui de ce qu'on appelle les biostimulants qui sont les stimulateurs de croissance bactérienne. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a une question de Camille. Vas-y. Bonjour Marie-Emmanuelle. Moi j'avais une question. Alors Camille Verly, bon on se connaît. Moi je fais du séquençage et j'analyse justement les communautés de micro-organismes associés aux racines de plantes en conditions agricoles. C'est une des grosses parties de mon boulot à l'heure actuelle. Et j'ai eu l'occasion, là, dernièrement, de faire des analyses donc, dans la plaine de Saint-Émilion, chez une vigneronne qui est en ACS depuis 2018. Elle fait des couverts multivariés, elle intègre énormément de matière organique, des composts, des choses comme ça. Et on a été assez étonnés de trouver 0 mycorhizien en termes de champignons. Et énormément de saprophytes, des PGPF, des choses comme ça. Mais elle était très étonnée de ça. Moi, je trouve que c'est pas forcément illogique vu le contexte, hein. Mais moi, j'avais une question. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ou qu'est-ce que je peux lui conseiller à cette agricultrice qui, elle aimerait voir revenir ses mycorhizes. Elle a l'impression d'avoir un trou dans ses chaînes trophiques et qui lui manque ça. Donc moi, je l'ai assez rassuré en lui disant, mais tu as énormément de saprophytes, donc tes couverts que tu réintègres tous les ans, ils permettent la fertilité de tes plantes. Preuve, tu mets même plus de fertilisant et tu produis du très bon vin. Mais il manque cette partie-là et le problème que moi je vois, c'est le jour où elle va avoir des gros stress hydriques. Sans mycorhize, elle risque d'avoir un petit peu du mal. Voilà, première question. Alors, non, mais bon, Camille, il n'y a aucun souci. Moi, je comprends tout à fait ce système. Tu me connais. La réponse, elle va être claire et nette. C'est purement génétique dépendant et d'un système viticole, c'est le porte-greffe qui drive. Et là, au niveau de la recherche, pendant des années, on a totalement oublié cette partie. C'était des porte-greffes faits pour lutter, on le sait très bien, contre le phylloxéra notamment, ou alors adaptés à des critères comme des sols calcaires ou des besoins en fer pour le greffon. Et on a complètement occulté cette partie mycorhizienne. Et alors, je ne peux pas être sûre à 100%, mais ça fait vraiment penser à un génotype de porte-greffe qui n'est pas mycorhizable. Et donc, je ne sais pas, tu disais, elle veut retrouver. Alors, est-ce qu'elle a déjà vu des mycorhizes Non. ou est-ce qu'elle a planté des choses mycorhizées? Je ne sais pas. Mais honnêtement, atteindre des mycorhizes de partout, là, je l'ai bien montré. Et moi, je suis vraiment de très près tout ce qui est biotech, ouverture, immunité, justement, hein, de la plante par rapport à ça. Et c'est des gros travaux de sélection qui doivent être faits aujourd'hui parce qu'on a été. Enfin, on s'est affranchi de ça et limite, on a fermé tout ce cadenas-là pour imager. On a fermé ce cadenas justement pour la maladie. Ok. Moi, j'avais une autre hypothèse. Bon, celle-là est tout à fait, je l'ai aussi en tête et je la considère bien. Un petit point que j'avais pas précisé, c'est que j'ai fait aussi des analyses dans les adventices présentes dans ces sols et une multitude d'adventices et 0 mycorhizien non plus chez les adventices, même les lumineuses, etc. Donc moi j'ai plutôt l'impression d'un sol qui aurait été plutôt abîmé à force d'utiliser. On est dans la plaine de Saint-Émilion, hein, beaucoup de fongicides depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, et que ces restes de produits auraient un impact peut-être encore à l'heure actuelle sur ces mycorhiziens. Alors ça peut être totalement vrai. Après, les champignons mycorhiziens, c'est quand même vraiment, en plus c'est malheureusement espèce dépendant, alors, génotype dépendant, mais espèce dépendant. Après, il faudrait voir peut-être dans les environs, toi qui fais des analyses, est-ce qu'il n'y a pas un agriculteur, alors, 15 je vais être bornes plus méchante, loin, non j'ai la bio, réponse. 15 bornes plus loin, j'ai un et c'est agriculteur là en où je suis bio. méchante, mais voilà. Non, mais 15 Donc, bornes plus loin, j'ai un agriculteur en bio, justement, mais là, on n'est pas sur la même chose, on est sur du maïs.
qui lui est en bio depuis 35 ans, qui fait pareil des rotations de culture, des couverts, etc. Et lui, j'arrive à des taux à 20%, 25% de mycorhizien. Mais on est dans le maïs, donc c'est pas comparable. Ah oui, oui, puis le maïs, de toute façon, lui, c'est tout ce qui est association. Il adore ça, même avec les endophytes. Enfin, il n'arrête pas, lui. Mais donc, non, non, mais ma question est plus, alors, si tu veux savoir effectivement si c'est le système de culture ou les pratiques anciennes, ça peut être aussi des pratiques anciennes, il faut trouver quelqu'un et limite en non bio. Parce que finalement, le conventionnel, les fongicides touchaient le sol en superficie, mais c'est vraiment les feuilles qui étaient visées. Et au niveau du sol, souvent, ils sont moins impactés que ces régions qui ont été malheureusement maltraitées par le cuivre. Oui, je suis d'accord. Voilà. Non, mais c'est un constat, hein, je ne juge pas. Mais c'est ce constat, et effectivement, là, alors, il y a la génétique. Moi, je pense beaucoup à la génétique parce que même pour des biostimulants, on travaille tout ce qui est avec l'IUVV de Bourgogne aujourd'hui, et c'est totalement génétique dépendant. On retravaille les porte-greffes énormément parce que c'est ça qui va nous permettre de stimuler la vie des sols. Mais effectivement, si c'est pas la génétique, voilà. Si c'est juste un bon aplanissement, par contre, ce qui serait étonnant, c'est que dans ce cas-là, l'inoculation, y compris sur des adventices, devrait fonctionner si c'était historique. Ou alors avec des taux de cuivre ou de pesticides encore trop forts. Elle a tenté des inoculations avec des mycorhizes commerciales. Là, elle est plutôt partie pour essayer des lithofères, des choses comme ça. Alors, c'est l'inverse, ça va faire de la compétition. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Non, ça, c'est pas. Mais non. Mais par contre, tester des cocktails ou alors ouais, elle peut pas prendre. S'il peut commencer à se faire, c'est d'aller chercher chez quelqu'un qui en a et de le multiplier et de le réintroduire chez elle. Moi, je lui proposais de planter des noyaux de pêcher, par exemple, dans le sol du voisin qui en a et de venir insérer des pêchers, mais c'est compliqué. Oh là, Voilà, il faudrait. Ouais, et le temps que ça pousse aussi. voilà. Non, non, mais Non, mais multiplier aujourd'hui la partie mycorhize, on sait faire ça en laboratoire. Non, c'est pas parfait, mais c'est mieux que rien. Et je pense que ça peut être un système, effectivement, d'aller chez quelqu'un qui en a et d'aller voir. Après, ça n'est pas une fin en soi, les mycorhizes. Et c'est là où je suis pas totalement d'accord. Pour moi, la mycorhize de la vigne, on en parle beaucoup. Il y a effectivement des stress hydriques. Alors là, c'est plus que le phosphore, hein. C'est vraiment pour l'eau, on veut ça. Mais ce ne sont pas des plantes qui mycorhizent. La vigne est sur le pourtour méditerranéen, dans des sols où ce n'est pas les mycorhizes qui étaient favorisés. Je travaille aussi avec Santorini, tout ça. Enfin, on n'est vraiment pas là-dessus. Donc, je pense aussi qu'on est sur une mode, c'est triste à dire, où il faut tout mycorhizer. Et la vigne n'est certainement pas le bon modèle pour peut-être vouloir absolument, si c'est mycorhizé, c'est mieux, mais vouloir absolument que ce soit mycorhizé, si elle a un système vivant qui assure la fertilité de ses sols et son assainissement sanitaire, parce que c'est là l'enjeu du microbiote, il ne faut peut-être pas chercher. Enfin, des fois, voilà, faut pas s'interdire aussi d'irriguer les moments où il faut aussi. Peut-être que c'est plus sain que d'essayer absolument d'avoir des mycorhizes. Alors peut-être justement avant de passer, il y a une question là de Glenn Orlan Pango dans le chat, mais avant de lui passer la parole, alors je ne vois pas qui a rajouté une précision, mais je vois dans le chat qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il avait réalisé des analyses métagénomiques similaires avec un vignoble bio en Provence, avec enherbement et même constat, aucune mycorhize n'est détectée et une très faible population fongique. Alors la personne qui a rédigé ça, si elle veut prendre la parole pour donner un élément complémentaire. Et après, Glenn, je vous passerai la parole, bien sûr. Oui, merci beaucoup. Donc, Nicolas Chabert, Société Bio-Intrant. Merci Marie-Emmanuelle pour ta présentation. Et oui, juste pour rebondir, effectivement, on développe aussi des approches diagnostiques métagénomiques sur les sols pour justement couvrir un peu l'impact des pratiques sur les rôles fonctionnels du microbiote et non pas seulement sur la biodiversité. Et on travaille pas mal avec des vignobles en Provence et on a un constat qui est assez similaire à celui qui a été fait, hein, c'est-à-dire que les pratiques bio ont tendance à beaucoup diminuer les populations fongiques et mycorhiziennes dans les sols viticoles. Ouais. Et Voilà, surtout que c'est accompagné, enfin Nicolas, là où je rebondis, il y a la pratique bio, donc les biocides. C'est pour ça que dans mon schéma des facteurs, qui a longtemps été oublié, c'était le côté biocide.
Mais il y a aussi le fait qu'en bio aujourd'hui, malheureusement, pour eux, ils n'ont pas d'autre choix pour le désherbage d'être mécanique. Et on sait que ça casse aussi tout ce qui est IF. Donc, ils ont le double peine, c'est-à-dire qu'ils ont le cuivre qui est un biocide puissant et qui tape trop large. Et ils ont aussi le fait que le désherbage mécanique, comme il y a du stress hydrique, en plus en Provence, c'est pire, c'est comme moi dans le sud de France, c'est-à-dire qu'il ne faut pas d'herbe pour la concurrence l'été, et c'est vrai que ce désherbage mécanique, en plus, abîme tout ce qui va être réseau fongique, davantage que microbien, finalement, les microbes, ils s'en remettent, quoi. Sauf si on les met en plein soleil et à l'air, mais sinon, voilà. Donc, je rejoins complètement. Et après, la question de fond, celle que j'ai posée à Camille, c'est est-ce que c'est une fin en soi, vraiment? Parce qu'on ne peut pas avoir des systèmes résilients, puissants, sans ça. Enfin, voilà, si les sols sont vivants, que la fertilité est bonne. Je laisse, hein, c'est un peu philosophique, mais et je crois que des fois, on cherche aussi avec des effets de mode à vouloir tout avoir. Peut-être que dans ces sols-là, une très bonne activité microbienne de dégradation est largement suffisante pour assurer l'effet tampon, cycle géochimique, et se dire que bah, ce n'est pas les mycorhizes qui vont faire le job de dégradation des grosses matières organiques, c'est d'autres champignons aussi. Et il faut savoir que les champignons, entre eux, ils ne sont pas sympas, hein. Trichoderma, le premier, hein, il ne fait pas plein de choses dans son environnement pour être copain avec les autres champignons. Il passe son temps à essayer de les dézinguer pour avoir la place. Donc, voilà, c'est aussi, je pense que peut-être qu'il y a d'autres communautés qui ont pris place et qui font un rôle, une fonction qui est peut-être suffisante. C'est mon Oui, point de vue. oui, oui, je suis complètement d'accord avec toi et je rebondis du coup sur ce que tu précisais tout à l'heure sur comment favoriser l'installation de micro-organismes pour avoir un succès finalement de ces produits. Et l'écologie microbienne, malgré tout, est quelque chose qui est aussi encore très très peu pris en compte hein, dans ces facteurs de succès. Puisqu'effectivement, comme tu dis, on essaie de trouver des solutions mycorhiziennes un peu miracles à tous les problèmes. Et finalement, la compétition entre micro-organismes reste encore un problème majeur pour développer ces solutions-là. C'est clair. C'est clair. Bah après, je pense que c'est l'étape d'après. On est trop peu encore à prendre ça en compte. Mais déjà, on sait que le sol. Enfin, là, j'ai introduit le webinaire en me disant, ça y est, le sol est enfin pris en compte. Une bonne nouvelle, on est en 2026. Et Nicolas, je te rejoins. Allez, en 2035, on se donne rendez-vous et on parle écologie microbienne. Très bien, je prends la date. Merci pour votre pragmatisme. On va passer sur une question autour des bactéries. Bonjour. Ah ben, super, on vous entend bien. Moi, je voulais juste avoir une précision sur le rôle des bactéries fixatrices d'azote. Parce que moi, pour moi, je pensais qu'il n'y avait que le genre Rhizobium qui pouvait capter l'azote atmosphérique et ensuite le rendre disponible pour les plantes. Mais lors du webinaire, je me suis rendu compte qu'apparemment, il y a d'autres bactéries qui sont libres, elles aussi capables de capter l'azote atmosphérique. Je voulais juste avoir une précision sur le rôle des deux bactéries, en fait. Alors, oui, alors tout à fait. C'est aussi l'objet, finalement, j'ai rappelé des choses simples, mais on oublie souvent qu'on parle tellement de rhizobia et du modèle légumineuse, parce que c'est ce qu'on étudie hein, pour comprendre le côté immunité notamment, mais finalement, il existe bien des bactéries capables de fixer, et on appelle ça des bactéries diazotrophes. D'ailleurs, elles vont chercher le diazote de l'air. Donc, il suffit de taper diazotrophes bactéries sur Internet, vous allez voir qu'il y en a plusieurs, dont Azotobacter et Azospirillum. Et d'ailleurs, ces deux genres font partie des souches potentiellement biostimulantes pour ces raisons-là, au niveau Europe. Donc, elles ont été listées puisqu'elles sont intéressantes et libres. Et il y a aussi, par exemple, une souche là qui a été développée au niveau carrément de la phylosphère aussi. C'est pour le maïs. Hein. Ce qu'on disait, le maïs, c'est quelque chose qui aime beaucoup interagir avec les microbes. Et dans sa phylosphère, il est capable d'avoir des bactéries capables de fixer le diazote de l'air. Bon, au niveau des racines adventives, initialement, pas vraiment foliaires, mais et c'est vrai que ça lui apporte de l'azote par ses racines aussi dans son mucilage. Donc oui, il existe bien des bactéries libres, autres que les rhizobia et les bradyrhizobium, qui peuvent capter l'azote de l'air. Et ça, aujourd'hui, ce sont des solutions de biofertilisants pour amener de l'azote sous forme disponible aux plantes dans les sols.
ou même dans la partie aérienne, pour l'exemple de l'inoculant, là, dernièrement mis sur le marché. D'accord. Merci pour votre réponse. Et je vois qu'il y a une nouvelle question, complément, intervention d'Olivier. Oui, donc en fait, justement concernant les bactéries, parce que là où moi je suis sur un Suisse en Golfe, à partir de 2027, on n'aura plus qu'un seul produit phytosanitaire pour contrôler le sclérotinia sur les greens. Et en plus, c'est vraiment un des moins efficaces, donc c'est des phytosanitaires, puisque c'est une stromylurine avec les problèmes d'accoutumance que l'on connaît. Et donc, on est tous en train de chercher un peu des solutions. Et ma question était surtout, on nous propose des, d'incorporer à nos sols des bactéries qui ont des effets euh, biofongicides justement contre le sclérotinia, mais est-ce que le fait d'apporter des bactéries qui ne sont pas endémiques de notre sol, est-ce que la matière organique active et la qualité de la matière organique active peut aider à ce que ces bactéries restent le plus longtemps possible? Parce que beaucoup d'études montrent que des bactéries qui ne sont pas endémiques, elles ont une durée de vie ou de subsistance dans le sol qui est très courte. Oui, alors en fait, pour faire un parallèle, effectivement, si vous allez introduire des bactéries qui ont cette fonction, donc suppresseur, je suis beaucoup plus. Là, je viens de faire un article, si vous regardez d'un Phytoma, sur les sols suppressifs avec des collègues d'écologie microbienne, justement. Donc, on parle de sols suppressifs, c'est-à-dire effectivement, on arrive à manipuler certaines fonctions ou certaines sécrétions chimiques de bactéries qui peuvent réduire, parce que par compétition hein, dans l'environnement. Donc oui, tout à fait. Mais il y a deux choses à savoir. C'est-à-dire que ces bactéries, si on vous les fournit, il faut vraiment demander, dans ce que je disais, le pH, bon, la texture, vous allez être un peu conditionné, mais la durée de vie. C'est-à-dire que vos conditions climatiques ne sont peut-être pas les meilleures pour leur survie. Et donc déjà, pour avoir une idée du nombre d'inoculations à faire par an, peut-être il le faudra 2 fois. Une au printemps, une à l'automne. Je dis une bêtise, mais voilà, il faut vraiment que vous sachiez combien de temps elles vont perdurer dans vos sols. Et après, le deuxième niveau, donc c'est leur capacité, je dirais, intrinsèque de survie dans vos conditions climatiques, d'une part. Et d'autre part, effectivement, il faudra les nourrir. Parce que quand on vend des inoculums, on produit des inoculums, ça m'est arrivé il y a très très longtemps, en fait dans des bioréacteurs ou autre chose, on met un support de culture, c'est-à-dire qu'on a un milieu de culture. Et si elle ne retrouve pas un équivalent nutritionnel, alors un équivalent ou au moins de quoi se nourrir pour se multiplier dans l'environnement où vous allez l'introduire, clairement, elle va décliner, elle va mourir. Donc, cet accompagnement de matière organique libre, ou en tout cas de la nourriture pour micro-organismes, mais il faut l'accompagner avec le gros bémol, et ça je le dis clairement, c'est qu'on ne choisit pas ce qu'on multiplie. Donc, malheureusement, si vous apportez un support de culture ou un milieu de culture microbien, rien ne vous empêchera, en voulant combattre le sclérotinia, qui est un champignon, de multiplier une bactérie pathogène. C'est beaucoup plus complexe qu'on ne le voudrait, moi la première. Donc voilà, donc il y a quand même tous des bémols un peu partout. Ce qu'il faut, c'est pour ça que moi je vous conseille d'aller sur ce système suppressif, mais surtout l'antibiose. C'est un équilibre. Plus vous aurez une flore microbienne équilibrée, et même avec des pathogènes, si tout le monde a à manger, déjà, bah, ça va se combattre entre elles sans attaquer la plante pour les pathogènes. Donc, pour vraiment aller au maximum de l'équilibre entre les flores, il ne faut pas de déséquilibre. C'est ça la première chose à faire, en tout cas dans vos sols. Et ensuite, vous pourrez aller inoculer. Après, c'est vrai que vous avez des souches très particulières qui sont en capacité de sécréter des composés actifs. Mais finalement, je n'ai pas la solution à vos problèmes, mais est-ce qu'il n'est pas plus malin d'aller chercher la sécrétion chimique active qui, elle, aura une vraie efficacité sur le sclérotinia, ou essayer d'introduire une bactérie qui déjà doit rester viable, qui en plus doit se multiplier, et qui en plus doit avoir son effet par rapport au sclérotinia,
Mais comme vous devez la garder viable, vous allez augmenter votre support de culture au risque de multiplier d'autres choses. Enfin voilà, c'est pour ça que la diapo à la fin, là, elle est pour tout le monde. Il y a une vraie question d'équilibre. Et dans votre cas, je vous conseille de faire des petits tests dans des petits endroits parce que quelque chose qui marchera à un endroit ne marchera pas à un autre. Donc oui, il faut accompagner par de la nourriture si vraiment vous voulez que cette solution rentre. Mais par contre, il faudra faire très attention à ne pas multiplier d'autres pathogènes. Ok, très bien. Merci beaucoup. Bah oui, nous, notre principal problème, c'est la culture hors sol d'une plante qui est hyper sollicitée, qui est cultivée dans des conditions qui ne sont pas normales, hein. Un green tendu à 3 mm et demi, 4 mm pour une plante, en fait, on est à contre-courant de tout ce que la nature nous demande de faire. Oui, alors moi j'ai travaillé, quand je suis arrivée chez Fraissinet, moi je suis plutôt prairie à vache, hein, je suis de Lozère, mais bon, j'ai bien compris comment ça marchait. Et effectivement, pour moi, c'est un peu la culture hors sol, c'est du sable, hein. Bon, c'est un peu Almeria, mais en version green. Et ce qui est intéressant par contre, et ce qui est souvent oublié, c'est que quand on est, moi je suis physiologiste végétale à la base, hein, donc c'est l'interaction avec les microbes qui m'intéresse, mais c'est la plante. La plante, on peut la renforcer par sa physiologie. Et là, quand je parle de mode inoculant microbien aussi, c'est qu'on voudrait tout résoudre avec ce microbiote, mais il y a des choses qui ne sont pas liées au microbiote. Vous pouvez atteindre un niveau de sol suppressif ou d'antibiose et encore avoir de la maladie parce que les conditions climatiques vont favoriser un micro-organisme par rapport à un autre. Par contre, renforcer la plante de l'intérieur, alors ça c'est voilà, le métier de la stimulation physiologique des plantes avec la génétique. Là, c'est un gros levier très puissant et ça, on y travaille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des biostimulants pour les stress, renforcer les parois des végétaux notamment, qui vont minimiser les impacts, surtout si vous êtes équilibré au niveau microbe. Donc, il ne faut pas tout basculer sur les microbes, ne penser que environnement, il faut aussi penser plante. Oui, non, mais ça, oui, complètement d'accord avec vous. Et de toute manière, nous, on ne trouvera pas de solution en ayant un seul axe de travail. Il va falloir Oui, qu'on... mais les renforceurs justement des parois aujourd'hui, alors c'est sûr que peut-être que ce sera un peu moins facile à tondre, hein, mais c'est peut-être ça Oui, aussi, la solution combinatoire. oui, ben là, de toute manière, moi, je vais mettre en place un programme à base de silice. Oui, alors ça c'est pareil. Alors, ça tombe bien juste, je vais vous faire En fait, toutes les diapos que je vous ai présentées là, ou quasiment toutes, il y a une intervention à Paris, mais la plupart, c'était des webinaires qu'on avait proposés pendant le Covid chez Fraissinet, justement, pour informer Les afficher. largement. Et donc, vous avez toutes ces diapositives sur les 2 webinaires. Donc là, je vous ai mis que ceux qui concernent le sol. Donc, il y en a un qui s'appelait Stimuler la vie des sols. C'est sur le site de Fraissinet en accès direct sur la chaîne YouTube. Donc, la redécouverte de la rhizosphère. Donc, c'était Claude Alabouvette qui l'avait fait. Et le dernier, alors, il était un peu challengeant, j'ai beaucoup aimé. Là, si vous voulez aller sur la structure physico-chimique, les calciques, l'écrasement, le tassement des sols, la porosité, c'était peut-on dire que les sols sont morts avec la fertilité des sols? Et c'était Jean-François Vian, qui est chercheur à l'ISARA et qui travaille là-dessus depuis plus de 20 ans. Et je rebondis par rapport à votre question parce que j'ai fait aussi un webinaire sur l'élément silicium, donc vulgairement appelé la silice. Et donc, si vous voulez aller creuser, il y a aussi un webinaire dédié à ça où on explique ce que ça peut faire selon les typologies de plantes, où j'explique ce que ça peut faire. Et Donc, si n'hésitez pas à aller voilà, sur ce site, hein, les webinaires sont en accès libre. Ok, bah, très bien, bah, merci beaucoup. Ouais, je vais aller jeter un œil dessus parce que ça m'intéresse beaucoup et il faut qu'on mette en place absolument. On a un an, nous, pour se préparer à la catastrophe qui va nous arriver. Donc, voilà. Ok, On très devrait bien. suivre en France. Et si la thématique des sols suppressifs aussi vous intéresse, on a quelques modules introductifs sur les formations MSRA, justement, microbiome et santé des plantes. Ouais.